c'était assez marrant parce que le premier podcast, un des patients qui était là à l'époque, il avait très envie depuis très longtemps d'être animateur radio. Donc pour lui, c'était une sorte de rêve qui se concrétisait, quoi. Et donc c'est lui qui a fait l'animation du premier podcast. Et il a fait ça, évidemment, il savait déjà le faire. Donc là, voilà, donc l'équipe du podcast vient, rencontre les patients, leur explique, et ensuite, il faut que l'ensemble de l'équipe, infirmière, art thérapeute, psychiatre, enfin toutes les bonnes volontés, on va dire, on les met à contribution pour aider les patients à fabriquer ces chroniques, ces interviews, ces micro-trottoirs, enfin toutes ces choses qui composent chaque podcast. Et donc ça c'est, on va dire, et c'est du travail en plus, c'est-à-dire que finalement on a gardé un peu une sorte d'idée que on essaye de se donner un temps pour construire ce podcast, et donc finalement on recueille un peu l'humeur du moment, quoi, ou l'impulsion du moment, quoi. Une fois qu'on a enregistré toutes les chroniques, enfin toutes les choses qui sont préenregistrées, il y a l'émission, donc Malo Williams vient avec son matériel portatif, etc. On se met dans le salon de l'unité d'hospitalisation, de la grande unité là, qui accueille 30 patients. Et pendant 1h30, on fait comme une émission de radio avec le public, les autres patients, enfin ceux qui participent, ceux qui ne participent pas, tout le monde vient écouter ça, donc il y a du public. Et donc c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est finalement qu'ils expérimentent le fait qu'on transforme un lieu. C'est-à-dire que ce lieu-là, qui est leur lieu quotidien, où ils se sentent enfermés, où ils se sentent un peu justement, un peu confinés, là, tout d'un coup, on transforme le lieu et ça devient une sorte de studio de radio, quoi. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui, moi, compte beaucoup pour moi, c'est-à-dire que finalement, de montrer que la créativité, ça permet aussi de transformer un lieu, quoi. Voilà, là, ici, c'est devenu un studio de cinéma aujourd'hui dans mon bureau, mais voilà, donc ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on fait. Et puis, l'élément aussi qui j'ai envie de dire, sur lequel je n'aurais pas parié, mais qui finalement s'est révélé au fur et à mesure de l'expérience, c'est que les patients, la consigne, c'est de ne pas parler de maladie, de ne pas parler de psychiatrie. Donc on est comme ça dans l'idée, ça c'est ce qu'on avait imaginé avec l'équipe du podcast, c'est faire justement, amener de la bonne humeur comme sur une émission de radio, et puis des choses un peu plus sérieuses. Mais qu'on n'est pas dans le témoignage, on n'est pas dans ce genre de choses qui est dans une espèce de compassion, dans le pathos, qui, je trouve, vient renforcer, à mon sens en tout cas, pourrait renforcer la stigmatisation ou l'idée que finalement leur identité c'est celle d'être malade, mais finalement de leur permettre de pouvoir parler de ce qui leur plaît, quoi. Ce qui m'a surpris, c'est d'une certaine façon, c'est qu'au travers de chroniques, parfois juste de musique, des musiques qui leur plaisent finalement, ou de films, finalement ils parlent d'eux. J'avais craint au départ que ce soit un peu trop scolaire, qu'ils fassent ça un peu comme ils font un exposé à l'école, et finalement, non, ils se saisissent vraiment de la proposition. Et ils parlent des chansons qui leur plaisent, et quand ils commentent les raisons pour lesquelles cette chanson leur plaît, finalement, on entrevoit quelque chose d'eux, de leurs difficultés, de leur goût, de leur passion. C'est aussi la possibilité pour eux de dire des choses, des messages, de passer des messages. Ça aussi j'y tiens, c'est-à-dire que là où ils se disent « ouais, je suis à l'hôpital, je me sentais déjà nul avant, mais alors là, d'être en psychiatrie, je suis encore plus nul ».
finalement de pouvoir passer des messages, d'avoir l'occasion, une sorte de porte-voix. Radio Truche, c'est leur porte-voix pour dire, voilà, l'écologie, les mouvements LGBT, je ne sais plus, comment se fait-il que, dans une chronique, une patiente qui dit comment se fait-il que on sait que les dauphins, ils sont bisexuels, ou, etc. Et comment ça se fait que, voilà, on sait que la nature, elle est aussi, elle admet cette possibilité-là. Pourquoi il y a une telle stigmatisation des homosexuels? Bon, voilà, ce genre de propos qu'ils ont l'occasion de tenir. Il y a aussi des chroniques, il y a eu des chroniques sur la psychiatrie, hein, une patiente qui s'étonnait de dire comment se fait-il que dans tous les services de psychiatrie où je suis passé, il y a une grande majorité de filles. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Voilà, donc quand même, ils soulèvent des vraies questions et ils essayent un peu d'y apporter des réponses, un peu une analyse. Donc ça, je trouve que c'est aussi très, très fort, parce que si nous, on ne leur donne pas cette occasion-là, finalement, on ne peut pas le savoir. Je veux dire, même nous, on n'a pas tellement l'occasion d'aller sur ce terrain-là avec eux, puisque ce n'est pas forcément le sujet, mais finalement, ça permet aussi de voir des tas de choses qui les intéressent, des tas de compétences qu'ils peuvent avoir. Il y en a qui sont vraiment très doués, hein, non seulement dans l'écriture, mais aussi dans l'animation. Donc c'est assez chouette de voir ça, puis c'est quand même aussi important de voir un peu comment ils gèrent aussi cette organisation, les relations aux autres. Ça change aussi l'ambiance, hein, dans le service, c'est-à-dire qu'il faut voir aussi que le service, quand il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas bien, par définition, donc il y a toute une gestion du collectif que l'équipe soignante sait faire. Mais là, disons que il y a quelque chose de très particulier aussi dans les unités de psychiatrie, et en particulier chez les ados, c'est que assez vite, on peut se retrouver à transformer le lieu de soins en sorte de centre éducatif fermé, quoi. Où finalement, on dit aux patients, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Et puis les patients, sans se rendre compte, ils nous poussent un peu à ça. Mais j'ai envie de dire, dans ma compréhension, c'est aussi que c'est peut-être plus simple de se considérer comme étant un prisonnier, un repris de justice qui est là, dont l'innocence n'est pas reconnue, plutôt que de se considérer comme fou. Alors pour moi, la psychiatrie ne traite pas des fous, mais eux, ils peuvent avoir peur de ça. Ils peuvent avoir peur de la folie, comme tout le monde a peur de sa propre folie ou de la folie des autres. Donc je pense qu'ils nous poussent un peu à fonctionner sur ce mode-là. Et le problème, c'est que si on rentre trop dans ce jeu, si on se laisse prendre au jeu, on se laisse piéger, finalement, ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, on n'écoute plus ce que les patients disent. On va donner plus d'importance aux actes, aux choses qu'ils ont fait, pas fait, aux règlements qu'ils ont respectés ou pas. Et finalement, quand ils vont nous parler, on va toujours être dans une espèce de position suspicieuse, de dire mais qu'est-ce que... Voilà, un peu comme... qui rejoint un peu toutes les préjugés qu'il y a sur l'adolescence, hein. Il y a beaucoup de préjugés, de dire les adolescents, il ne faut pas les croire, ils sont des menteurs, ils sont manipulateurs, il ne faut pas se laisser prendre au jeu, bon, dans tout ce genre de clichés. Donc si on se laisse prendre, c'est qu'à un moment donné, on n'écoute plus, et les patients, finalement, quand ils nous disent des choses, ils disent de toute façon, ça ne sert à rien que je vous dise, parce que sinon vous ne me croirez pas. Et là, on est tous coincés, parce que si on n'a pas cette possibilité d'avoir un échange verbal, et quand même une partie du soin passe quand même aussi par la parole, là on se tire une balle dans le pied. Donc le projet de Radio Truche, c'est d'une certaine façon aussi donner une valeur à leurs paroles. Et donc c'est pour ça que ça a un effet, j'ai envie de dire, sur l'ambiance, ça a un effet aussi dans les relations avec l'équipe soignante, aussi parce qu'ils partagent des choses. Ils partagent ces moments-là. Les soignants ne sont pas en position à ce moment-là de diriger
mais ils sont plutôt en position d'accompagner. C'est moins les patients qui sont censés nous écouter, nous qui leur disons ce qu'ils doivent faire, mais à ce moment-là, ça s'inverse un peu, c'est nous qui écoutons ce qu'ils ont à dire. Voilà. Donc c'est toutes ces petites choses qui, sans doute qu'on n'entend pas, mais qui ont un véritable effet voilà, sur l'ambiance qu'il y a à l'hôpital, l'hospitalisation et sur les patients.